Bonjour à tous et bienvenue dans Interaction, épisode 73 sur Hong Kong. La mobilisation qui est en cours depuis bientôt 6 mois a pris ces derniers jours un tournant dramatique. Des élections locales prévues ce dimanche compliquent encore la donne. Alors jusqu'où ira cette spirale de violence et doit-on craindre une intervention armée de la part de Pékin? Voilà les questions que nous posons aujourd'hui à François Godement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. Nous sommes également en ligne avec Jean-Philippe Béja, le directeur de recherche émérite au CNRS. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et puis, et bien sûr, en ligne avec Sébastien Faletti, le correspondant du Figaro à Pékin et envoyé spécial du Figaro à Hong Kong depuis quelques jours. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonsoir. Et donc des manifestants pro-démocratie ont mis le feu lundi à l'entrée d'un campus où ils étaient retranchés pour éviter la police hongkongaise. Des images qui ont fait le tour du monde où des jeunes tentent ensuite par tous les moyens de s'échapper de cette université pour ne pas se faire arrêter. Sébastien Faletti, racontez-nous ce dont vous avez été témoin ces derniers jours dans cette fameuse Polytechnic University de Hong Kong. Oui, on peut dire que ça a été des heures dramatiques en début de semaine, lundi et mardi, autour de cette université qui est un endroit stratégique de Hong Kong. C'est sur la presqu'île de Kowloon et les étudiants avaient pris le contrôle de cette université pour des raisons stratégiques car il leur permettait de contrôler le tunnel autoroutier qui relie cette presqu'île à l'île de Hong Kong. Donc ça faisait partie d'une stratégie qu'ils appelaient d'éclosion généralisée visant à prendre le contrôle de la cité, la paralyser et frapper l'économie pour mettre la pression sur les autorités. Et c'est vrai qu'à partir de dimanche, on a assisté à un siège où ces étudiants se retrouvaient pris au piège comme dans une souricière. Et lundi soir, il y a eu des affrontements extrêmement violents. La police a essayé de rentrer. Ils ont utilisé des moyens les plus ingénieux, mais des explosions. Et j'ai pu ensuite, mardi, pénétrer dans cette université et transformée en bastion où il y a encore aujourd'hui quelques dizaines d'insurgés enfermés qui tentent d'échapper à la police qui l'encercle. Et effectivement, on voit les dégâts sont spectaculaires. On est dans une zone de guerre. Quand on rentre dans ce bâtiment, on voit encore les traces de ces immenses incendies que les étudiants ont déclenchés pour prévenir l'entrée des forces anti-émeutes. Donc des scènes extrêmement impressionnante, mais aussi on a pu parler à certains des étudiants qui étaient là, qui sont évidemment pris au piège et qui cherchent à profiter de l'obscurité pour s'échapper, mais la plupart d'entre eux se sont rendus dans le désespoir, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, et maintenant on parle qu'il y a environ au moins 1100 personnes qui ont été arrêtées sur ce site et aux alentours. Merci beaucoup Sébastien. Effectivement, plus de 1000 arrestations, François Godement. Et quand on lit le récit de Sébastien, on a l'impression d'assister à l'un des derniers souffles de cette révolution. C'est votre regard aussi ? Non, je pense qu'il y a eu une montée aux extrêmes. Ce sont des étudiants, oui, mais des jeunes en général. Il y en a visiblement eu des très jeunes, quelquefois là presque par hasard. Et puis sûrement des gens plus entraînés et plus violents. Après des mois de manifestations, c'est pas totalement étonnant. Ce qu'on voit, c'est peut-être que la police de Hong Kong essaye de vider l'aquarium, si j'ose dire. Au total, on parle de plus de 4000 arrestations depuis le changement d'attitude, disons, de la police de Hong Kong vers la fin du mois d'août. Et ils ont continué là. Si, comme le dit Sébastien, c'était effectivement un choix stratégique, les autres universités avaient été vidées, parce qu'elles ont été assez envahies aussi, puis elles ont été vidées. Si effectivement c'était un choix stratégique, et si du coup c'était les éléments les plus radicaux, les plus déterminés, l'exécutif de Hong Kong, si c'est lui qui décide, a décidé de répondre du tac au tac et de les interpeller. Jean-Philippe Béja, on va évoquer les répressions policières, bien sûr, mais d'abord un mot aussi sur les violences des manifestants. On a vu en ce début de semaine des cocktails Molotov qui ont été envoyés sur des véhicules des forces de l'ordre. Est-ce que aujourd'hui vous diriez que ces violences, elles sont encore rares ou qu'elles sont finalement elles sont devenues la norme, on va dire, à Hong Kong ? Vous savez, c'est toujours très difficile de voir qui est-ce qui a commencé la violence, mais tout de même. Les manifestations ont commencé de manière extrêmement non violente, il ne se passait rien du tout et il y a eu des provocations policières.
Juste, il y a 2 jours, on parle des violences des étudiants. Il y a 2 jours, Albert Ho, qui était un ancien dirigeant du Parti démocrate de Hong Kong, qui est un avocat, a été agressé dans les rues. Il s'est retrouvé avec plusieurs points de suture et un bras cassé. Je veux dire, les violences n'ont pas cessé et elles ont été vraiment dans l'ensemble le fait du camp pro-establishment. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, à partir du début de la fin septembre et du début octobre, une décision de répliquer aux attaques policières. Il y avait eu déjà énormément d'arrestations, on était à 1500, et il y a eu une décision de ne plus répondre par la non-violence. Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis, on a vu une escalade, notamment depuis le retour de Carrie Lam de Pékin. Elle est allée à Pékin au lendemain du 4e plénum du comité central du Parti communiste, et là, il y a eu des décisions qui étaient d'intensifier la répression. Alors, les protestataires ont fait une erreur. Jusque-là, leur stratégie avait été d'être comme l'eau, hein, selon la stratégie de Bruce Lee. Il faut toujours disparaître et être extrêmement mobile et se fixer, ce qui arrive déjà très souvent dans ce genre de mouvements sociaux, se fixer dans une université pour essayer de résister, c'est quelque chose qui est impossible et on se retrouve dans un siège. Et effectivement, je pense que les autorités, alors avec bien sûr un appui de Pékin qui est indéniable, sinon une décision de Pékin, ont décidé de vider l'abcès et d'essayer d'arrêter le maximum de gens possible pour mettre un terme à ce mouvement. Ils pensent qu'en arrêtant ce qu'ils appellent les radicaux, les plus radicaux des radicaux, le mouvement se terminera. C'est pas du tout évident. Merci beaucoup. Alors on va écouter maintenant un témoignage recueilli aujourd'hui même par une manifestante, à visage couvert bien sûr, qui regrette presque d'avoir été entraînée dans cet engrenage de violence. 我哋可以有 civil disobedience， 我哋可以去反抗，我哋可以去建立，我哋可以 sort to the higher law。但係而家我哋不停咁樣做呢啲嘢，都冇用咯，唔會有人聽我哋講，然後只會怪責我哋越嚟越激進。但係由始至終冇人想做呢啲嘢咯，即係我一開頭我都唔係嗰啲要去做暴徒嘅人，我只係可能我想遊行。Sébastien, c'est un témoignage assez fort, peut-être que vous en avez recueilli des similaires, mais c'est une question assez compliquée que je voudrais vous poser. On se l'est déjà posée en France à l'occasion des Gilets jaunes, mais quelle est la part des manifestants aujourd'hui qui approuvent encore ce recours à la violence? Le témoignage est intéressant parce qu'il montre à la fois le caractère désespéré. Il y a une énergie du désespoir qui pousse ces jeunes depuis longtemps, mais qui n'arrête pas de s'accentuer. Ce désespoir, il est face au fait, comme elle le dit, que personne ne nous écoute. C'est-à-dire qu'en face, il y a un mur aussi de Carrie Lam, du gouvernement Carrie Lam, mais on sait derrière que c'est bien sûr celui de Pékin. Et c'est ça aussi qui crée ce sentiment à la fois de désespérance et d'escalade. Aujourd'hui, la grande question à Hong Kong, effectivement, les violences qui sont dénoncées fortement par Pékin frappent aussi l'opinion. Il est très difficile de juger aujourd'hui qu'est-ce que pense le fameux opinion publique, le marais au milieu. Mais ce que j'ai pu voir, moi, des gens avec qui je parle ces derniers jours, ce que je ressens, c'est que beaucoup de gens sont troublés par les violences et aussi ils voient que ça ne marche pas. Donc il y a des questionnements. Et il y a des questionnements aussi sur l'idée d'avoir pris cette université qui est devenue un piège. Il y a des questionnements. Mais en même temps, la plupart des gens avec qui on parle disent ces violences, ce n'est pas ce que nous souhaitions, ce n'est pas ce que nous voulions. Mais qui est responsable de ces violences? À la base, c'est le gouvernement. C'est-à-dire qu'on entend ce discours qui est de dire oui, nous ne sommes pas d'accord avec ces violences, mais sur le fond, à la fin, ces jeunes n'ont pas d'autre option. Et donc, donc c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça ne veut pas dire que les gens adhèrent à la violence, mais pour autant, ils ne se désolidarisent pas forcément de ces jeunes. Donc, c'est toute la question pour les prochains jours, la prochaine étape, c'est est-ce que c'est un coup d'arrêt et donc un échec, ou bien est-ce que le mouvement continue à être poussé par une large partie de l'opinion publique et que donc ce mouvement va continuer à défier les autorités, défier Pékin d'une manière ou d'une autre.
Et on revient, Sébastien, finalement aux revendications de ces manifestants, la prise en compte de certaines violences policières. Jean-Philippe Béjart, on peut rappeler quand même que l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres depuis l'été dernier, c'est ce projet de loi controversé qui permettait finalement d'extrader n'importe quel suspect qui a commis un crime ou un délit sur le territoire de Hong Kong vers la Chine continentale. C'est un projet qui a été depuis enterré, en tout cas annoncé comme tel. Du coup, que reste-t-il dans la liste aujourd'hui des revendications des manifestants? On vient effectivement de parler de cette prise en compte des violences policières, de certaines enquêtes même, mais qu'est-ce qu'il y a encore d'autre sur la liste? Écoutez, c'est évidemment la suppression de l'article est une victoire du mouvement, mais ça a posé tout le problème. Cet article était vécu comme une atteinte grave à l'autonomie et à l'autonomie de Hong Kong. Or, pour garantir cette autonomie, on est aujourd'hui à d'autres revendications. Alors les revendications, c'est simple. Comme vous le disiez, une commission d'enquête indépendante sur les violences policières. Il y en a déjà eu beaucoup, des commissions d'enquête indépendantes dirigées par un juge à Hong Kong. Et on peut dire que tout le monde s'accorde pour dire que ce serait possible, mais Pékin et Carrie Lam s'y opposent absolument. Une autre revendication, c'est retirer le qualificatif d'émeute. Vous voyez, parmi les 1000 personnes qui ont été arrêtées en sortant de PolyU, il y a la plupart risquent ils sont considérés comme émeutiers, ça a été déclaré par la police, et ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Si on enlève ce qualificatif d'émeute, évidemment, c'est autre chose. Les peines sont beaucoup moins lourdes pour l'ensemble de ceux qui n'ont pratiquement rien fait. Donc, une autre revendication, c'est l'amnistie pour les personnes arrêtées. Et énormément de personnes ont été arrêtées. Peu sont véritablement coupables de violence, et je crois qu'une amnistie serait quelque chose qui n'est pas complètement impossible. D'ailleurs, l'un des dirigeants du parti pro-Pékin, un ancien dirigeant du parti pro-Pékin, a dit que c'était une possibilité. Enfin, et ça c'est sans doute l'essentiel, l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif et du pouvoir législatif. Au fond, ce que demandent les manifestants depuis le début, et surtout depuis le 1er juillet, c'est que le Parti communiste chinois tienne ses promesses. Il ne s'agit pas du tout d'une révolution, mais au contraire, je dirais, d'une protestation conservatrice. Ce que l'on veut, c'est conserver les libertés de Hong Kong. Récemment, la Haute Cour de justice a prononcé la loi contre les masques inconstitutionnelle. Immédiatement, Pékin a rétorqué en disant que la Cour n'avait pas le droit d'interpréter la Constitution. C'est donc bien ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Pékin est en train d'essayer de mettre un terme à cette formule un pays de système et au haut degré d'autonomie qui avait été promis à Hong Kong dès 1997 et en plus. Qui doit théoriquement avoir lieu jusqu'à 2047, cette fameuse formule du un pays de système. Je vais vous interroger, François Godement, dans un instant sur l'intervention militaire, l'hypothèse d'une intervention militaire de Pékin. Mais justement, face à cette instabilité politique qui s'installe, qui dure, qui s'aggrave, les regards sont braqués sur Pékin et vous allez entendre une déclaration de l'ambassadeur chinois au Royaume-Uni. C'était ce mardi et vous allez le voir, la mise en garde est à peine voilée. So I think now the Hong Kong government is trying very hard to put the situation under control. But if the situation becomes uncontrollable, the central government certainly would not sit on our hands and watch. We have enough resolution and power to end the unrest. Alors, on a déjà vu l'armée chinoise à Hong Kong il y a quelques jours, officiellement pour des opérations nettoyage après certaines manifestations. Beaucoup y ont vu un avertissement. Mais alors, est-ce que vous considérez qu'une intervention franche de l'armée chinoise est possible? Beaucoup redoutent un nouveau Tiananmen, mais l'époque est différente. Tiananmen, c'était en 1989, et aujourd'hui, c'est l'ère d'Internet, des réseaux sociaux et de l'immédiateté. C'est pour ça que je vous pose cette question. Je pense que le plus important, c'est que Pékin conserve son pouvoir de décision indépendamment même de ce que peut dire l'exécutif de Hong Kong, et je ne parle pas seulement de la Cour constitutionnelle, par exemple, mais des exécutifs de Hong Kong. Donc, par exemple, la sortie des soldats de Hong Kong, effectivement, pour nettoyer des obstacles dans les rues, le plus important, c'est qu'elle ait lieu sans qu'il y ait une demande du gouvernement de Hong Kong. Pour bien montrer qu'ils font ce qu'ils veulent. Eux qui décident. De même, oui, ils ont retiré la loi d'extradition, mais en effet, comme le dit Jean-Philippe Béjart, la réaction immédiate
hier à la déclaration d'inconstitutionnalité du masque. C'est une déclaration officielle, parce qu'elle émane de l'Assemblée nationale populaire chinoise, disant c'est à nous d'en juger et pas à vous. Donc là, c'est un point important. Mais le deuxième point qui me semble important, c'est que Pékin est en train quand même de jouer sa crédibilité. Parce que les menaces d'intervention, il y en a eu. L'ambassadeur en Grande-Bretagne, c'est une chose, mais Xi Jinping au Brésil, disant que cette violence menace le principe un pays de système, c'est encore plus important, encore plus parlant. Le nouveau chef de la actions, il y a un pas à franchir. Il y a un pas qui n'est pas franchi pour l'instant. Le chef de la police de Hong Kong disant on se dirige vers le chaos. Le chaos, c'est une des conditions déterminantes d'une intervention directe chinoise. Or, ils ne sont pas intervenus directement. On peut penser effectivement qu'ils ont délégué les choses, notamment le changement d'attitude de la police de Hong Kong. Je veux quand même rappeler qu'elle était considérée, en dehors des faits de corruption, comme une des plus civilisées au monde, une des plus... avant l'été dernier. Avant l'été dernier. Et il y a vraiment eu un avant et un après au cours de l'été. Bon, elle est elle-même assez vulnérable. Vous savez que la retraite des policiers de Hong Kong, ça se passe essentiellement en Chine populaire, avec des logements collectifs, c'est très avantageux corporativement, mais enfin leur avenir, il est du côté de la Chine, il n'est pas d'un autre côté. Donc on peut dire qu'ils ont délégué, et on peut se dire au stade actuel, ça ne marche pas pour l'instant. Reste à voir les prochains jours, en tout cas reste à voir les élections, dans quel sens ça va basculer, reste à voir dans quelle mesure des manifestations plus pacifiques vont reprendre de façon massive. Moi je crois que la Chine avait parié sur une décroissance relative et qu'elle a été plus restreinte directement, pas indirectement, mais directement qu'on aurait pu le penser, mais qu'elle se trouve devant un dilemme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle perd effectivement sa crédibilité. Sébastien, la peur d'une intervention de l'armée rouge, c'est dans toutes les têtes des manifestants aujourd'hui ? Alors certains en parlent, oui, mais justement avec ce caractère désespéré où les plus radicaux disent on est prêt à aller jusqu'au bout. Mais je crois qu'il est important aussi, comme disait François Gauman, de remettre dans la perspective. Ce qui est compliqué pour le président Xi Jinping et le régime, c'est que vous avez une opinion publique en Chine qui est à la fois chauffée à blanc par la propagande, par le contrôle de l'information, mais qui est aussi authentiquement nationaliste aussi, et qui est outrée par les violences qu'elle voit à la télévision et qui sont des images opportunément montrées aussi par les médias officiels, et que donc le régime fait aussi sous la pression de sa propre opinion publique aussi, qui est très nationaliste. Et donc il y a cette question de la crédibilité, effectivement, de dire juste que pour le moment la Chine a essayé de montrer les dents, avec l'espoir que Carrie Lam prendra des mesures plus fortes et que la police de Hong Kong va régler le problème. Mais c'est vrai que chaque jour qui passe repousse le problème et ne le résout pas. Donc la question, en même temps, c'est qu'il y a un contexte international compliqué. Si la Chine franchissait le pas, elle entrerait dans un conflit direct sur le plan politique, notamment avec les États-Unis. Donc la question, c'est jusqu'à quel point elle est prête dans ce dilemme à choisir sérieux. Et pour le moment, évidemment, il ne souhaite pas le franchir. Alors, on a eu un tout petit problème avec Sébastien pendant quelques secondes, mais on avait compris l'essentiel de votre propos, Sébastien. Jean-Philippe Béja, j'ai envie de vous poser la même question, parce que c'est un peu la question centrale de l'émission, l'hypothèse d'une intervention armée chinoise. Et on parlait à l'instant de cette opinion chinoise, de Chine continentale, chauffée à blanc. Effectivement, dans le quotidien du peuple, considéré comme reflétant assez fidèlement les pensées du Parti communiste. On pouvait lire ce mardi « Les atrocités commises par les voyous hongkongais sont allées au-delà de ce qui est acceptable par la civilisation et la morale humaine ». Que faites-vous de ce genre de commentaires ? Et encore une fois, la question sur l'éventualité d'une intervention de Pékin. Je suis personnellement très sceptique sur cette opinion publique chinoise qui serait absolument montée contre Hong Kong. Ça dépend. Vous savez, dès qu'un post favorable aux manifestants de Hong Kong apparaît sur le net, il est immédiatement supprimé et la personne qui l'a mis est convoquée pour boire le thé, c'est-à-dire par la police. Donc ça, là-dessus, je ne crois pas que ce soit l'opinion publique qui empêche. Ce qui se passe plus profondément, c'est que la Chine Xi Jinping se trouve dans une situation impossible. Car, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire ? Même si une intervention violente de la police armée, par exemple, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait de plus que ce qui peut se passer avec la police de Hong Kong ? Pas grand-chose.
En fait, le véritable problème aujourd'hui, c'est que la population de Hong Kong ne soutient pas le Parti communiste chinois, que la population de Hong Kong est vent debout contre la République populaire de Chine. Et ça, c'est beaucoup plus profond que toutes les soi-disant violences qui sont aujourd'hui là. Et quelle est la réponse de Xi Jinping? Au fond, la réponse la plus absurde possible. C'est-à-dire quoi? Faire passer l'article 23 contre la subversion. Or, aucun politicien de Hong Kong qui soit à peu près sain d'esprit n'osera jamais reposer cette question, repasser ce projet de loi devant le Conseil législatif. Et l'autre chose, c'est développer l'éducation patriotique des étudiants et des fonctionnaires. On a vu qu'en 2012, ça a provoqué des manifestations énormes et des centaines de milliers de personnes dans la rue. Aucune initiative de la part de Pékin vis-à-vis de cette crise à Hong Kong. Sinon, on en reste à ce qu'avait dit Xi Jinping dès le mois de milieu du mois d'août, pas d'effusion de sang et pas de concession. On ne discute pas, on ne négocie pas. Alors ce que j'espère, c'est que les élections, si elles ont lieu, vont être un signal quand même qui va montrer que l'ensemble de la population est favorable à un changement. Si on pouvait rêver, mais j'en doute, malheureusement, on aurait un début de négociation. On pourrait commencer par exemple par une commission du LegCo sur les violences policières, ce qui permettrait peut-être de baisser la tension. Mais s'il n'y a pas d'initiative pour baisser la tension, s'il n'y a pas de négociation, on voit mal comment les choses vont changer. Alors, l'intervention militaire, bon, vous savez que l'armée populaire de libération est déjà à l'intérieur de la région administrative spéciale, mais je demande, qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus que ce que fait la police de Hong Kong? J'ai bien compris votre propos, Jean-Philippe Béja. Alors justement, vous nous offrez une parfaite transition pour la dernière partie, à savoir les élections de dimanche. Mais avant ça, je voulais simplement répondre à l'un de nos internautes qui nous dit « Dom, à la place des Hongkongais, je me méfierais du soi-disant soutien des États-Unis ». Et effectivement, ouvrons une petite parenthèse, la situation est telle à Hong Kong que le Congrès américain a adopté une résolution mercredi, d'ailleurs à une écrasante majorité, pour soutenir, je cite, les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong, pour soutenir donc les manifestants. Alors, réponse ce matin du ministre des Affaires étrangères chinois, le but de ce texte est de semer le chaos, voire de détruire Hong Kong, et ce texte, je cite toujours, encourage les criminels violents. François Godement, le soutien américain, il change quelque chose ici ? Il est quand même important sur le plan de l'opinion. Les États-Unis, c'est la même chose sur le Xinjiang, par parenthèse, où se déroule une tragédie d'une autre ampleur encore. Il est plus affiché, il est plus affirmé que le soutien européen, il ne faut pas l'oublier. Dans ses effets, effectivement, dire qu'on ne va pas vendre à la police de Hong Kong des équipements dans les prochains mois, c'est assez limité comme réponse. Les Occidentaux sont coincés par plusieurs choses. D'abord, après tout, ils ont signé le retour de Hong Kong en 2047. Deuxièmement, appliquer ce qui pourrait être appliqué, c'est-à-dire supprimer le statut de territoire séparé, en disant si Pékin brise l'autonomie, il n'y a plus de territoire séparé, avec des conséquences financières, commerciales considérables. Premièrement, ça fait du mal à la population de Hong Kong dans l'immédiat, avant tout, certes aussi aux milliardaires chinois et au système chinois d'utilisation de Hong Kong comme place offshore, mais enfin, d'abord aux gens de Hong Kong. Deuxièmement, il y a des enjeux financiers. Énormément d'entreprises sont à Hong Kong, en partie pour ne pas être directement et complètement en Chine. Mais donc des deux côtés, il y a une espèce de poule aux œufs d'or qu'on aimerait bien ne pas tuer, qui peut-être est moins importante aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais qui retient un peu la main de chacun. Et qui ravivera peut-être les tensions dans cette fameuse crise économique, guerre commerciale, entre la Chine et les États-Unis, à la faveur de cette résolution. Parenthèse fermée, j'espère que l'internaute Domdi est satisfait. Et puis enfin, donc voilà, les élections locales prévues ce dimanche. Alors, ça complique évidemment encore la situation. Sébastien Faletti, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà en quoi consistent ces élections, comment elles vont se dérouler? Est-ce qu'on vote de manière électronique avec des bulletins? Pour qui on vote? Bref, comment tout cela va se passer? Alors, vous dites, ça complique les choses, mais ça peut être aussi offrir une porte. Non pas de sortie, mais au moins ouvrir sur une nouvelle séquence dans cette crise. Ces élections sont des élections locales, le district. C'est un niveau extrêmement local et qui normalement est assez peu politisé. Traditionnellement, ce sont des élections où les partis
de l'establishment font de bons résultats car les partis pan-démocrates sont moins mobilisés. Mais cette fois-ci, on voit qu'il y a un niveau d'inscription extrêmement fort et tous les gens à qui j'ai parlé ces derniers jours montrent beaucoup de détermination à voter. L'enjeu de ces élections est important car dans le contexte actuel, une victoire du parti pan-démocrate serait un signal à Pékin et à Carrie Lam que la théorie selon laquelle ce mouvement est mené simplement par des radicaux ne tient pas. Cela montrerait qu'il y a une large soutien de l'opinion publique et ça serait évidemment un énorme défi pour les autorités. Donc c'est l'enjeu de ces élections, c'est peut-être aussi ramener l'enjeu dans un débat plus politique, alors que ces derniers mois ont été marqués par beaucoup de violence dans la rue. Donc ces élections ce dimanche vont, semble-t-il, être tenues. Il y a toujours eu des incertitudes, mais les derniers signaux, c'est qu'ils vont se tenir. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes chez les gens à qui j'ai parlé, des inquiétudes de fraude, car aujourd'hui, beaucoup de rumeurs circulent à Hong Kong parmi ces manifestants qui se disent « on ne peut plus faire confiance à personne ». Mais l'histoire montre qu'à Hong Kong, traditionnellement, ces élections sont bien tenues et que donc, ce résultat de dimanche pourrait être très important et un signal très important pour la suite de cette confrontation. Jean-Philippe Béja, vous sembliez dire il y a quelques instants qu'on pourrait s'attendre à un raz-de-marée dimanche pour le camp pro-démocrate. Parce que vous estimez donc aujourd'hui qu'il y a encore un très large soutien de la population hongkongaise pour ces manifestants pro-démocrates. Tous les sondages qui ont été effectués le montrent, hein, y compris au cœur de ce qu'on appelle les grandes violences de PollyU. On a des sondages qui donnent environ 53-54% de la population qui continue à soutenir l'action des protestataires les plus radicaux. Ce qui se passe, c'est que en fait, tout le monde, une grande majorité de la population accuse le gouvernement et la police d'être à l'origine de ces violences. Il faut bien comprendre que le refus de négocier est quelque chose qui est insupportable pour la population, car il s'agit d'un élément essentiel, c'est-à-dire son identité même, hein, le fait que ce système politique doit être au minimum préservé, que les libertés fondamentales, pour être préservées, doivent être garanties par une forme de suffrage universel. Alors, comme le suffrage universel est l'une des revendications de ce mouvement depuis le 1er juillet, il est bien évident qu'une grande partie des gens, il y a eu beaucoup de nouvelles inscriptions, comme le disait votre correspondant, et ils vont se déplacer pour voter, même s'il s'agit d'élections qui ont un très faible enjeu, sauf peut-être pour la nomination du chef de l'exécutif et aussi pour 5 sièges au Conseil législatif. Mais pour en revenir à ce qui se passe entre la Chine et Hong Kong, la Chine avait largement donné comme un signal en disant dans les conditions actuelles, c'était dans le quotidien du peuple, les élections ne peuvent pas se tenir. Si on se dirige vers des élections qui se tiendront quand même, ça voudrait peut-être dire qu'il reste une petite marge de manœuvre pour le gouvernement de Hong Kong pour expliquer à Pékin qu'on ne peut pas répondre à ce mouvement uniquement par la répression. Je rêve peut-être un peu, mais on verra ce qui se passera à ces élections. C'est en tout cas un moment très important et je crois effectivement que ça pourrait ouvrir une nouvelle séquence de ce mouvement de protestation. François Godement, votre analyse sur ces élections, ce qui va être intéressant de guetter, c'est justement la réaction de Pékin en fonction du résultat. S'ils acceptent qu'elles se tiennent, c'est vrai que les médias officiels chinois ont parfois été en avant et plus durs que ce qui se passe effectivement. Il y a un facteur pousse au crime, si vous voulez, de ces appareils de propagande. Mais autoprovoqué, puisque le quotidien du peuple reflète, est même piloté plus ou moins par le parti. Théoriquement, mais on a vu aussi Hu Sitin, le patron du Global Times, qui a accès à Twitter quand les Chinois ne l'ont pas, faire des déclarations absolument incendiaires en appelant à plus de répression de façon très claire. Moi, je crois que ces élections, il paraît quand même évident qu'il y aura beaucoup plus d'opposants à l'exécutif que d'habitude, ne serait-ce que parce que les gens vont s'y intéresser plus directement, qu'il y a une quantité de candidats aussi qui sont apparus un peu partout, même si leur objet, en principe, c'est les affaires municipales, si j'ose dire, les adductions d'eau et les questions de quartier. Mais ça ne sera plus le cas cette fois-ci. Par contre, ça va complexifier la situation parce que les élus n'ont aucun pouvoir au niveau plus important, si vous voulez, de l'ensemble de la circonscription de Hong Kong. Comme il a été dit, ne joue qu'un rôle très faible pour l'élection Legco
et un tout petit peu plus pour l'espèce de comité électoral qui, de façon indirecte, désigne un candidat comme chef de l'exécutif, qui ensuite doit être agréé par Pékin. Donc on risque de se trouver avec un message fort, effectivement, et qui est à une cote d'alerte. Mais qui sera sans écho et sans mais en pouvoir. même temps, pas de moyen de traduction directe institutionnelle. Moi, il me semble prévisible dans l'état de cette crise que Pékin va s'accrocher absolument au système institutionnel tout en minimisant les effets. Donc ouvrir la discussion avec des candidats élus dans des assemblées de district, je n'y crois pas beaucoup, malheureusement. Cela dit, le message risque d'être là dimanche soir. Et on suivra ça donc dans les pages du Figaro, notamment à partir de lundi, avec vous, Sébastien Faletti. Merci à vous, François Godement, d'avoir été notre invité. Jean-Philippe Béja, merci. Et puis, on donnera une dernière info, c'est que le tournoi de Hong Kong de golf, qui est l'un des plus importants d'Asie, tout de même, a été reporté, évidemment, le Jockey Club a eu des ennuis, effectivement. À cause de ces manifestations. On peut les comprendre. Merci à vous, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao.